Chapitre 12. Reconnectez-vous au masculin féminin qui est en vous. La loi de l'inflexibilité des sexes. Nous disposons tous de qualités masculines et féminines. Une part est génétique, l'autre vient de l'influence du parent du sexe opposé. Mais pour présenter une identité cohérente en société, nous avons tendance à réprimer ces qualités en nous suridentifiant au rôle masculin ou féminin qu'on attend de nous. Et nous en payons le prix. Nous perdons une dimension précieuse de notre personnalité. Notre mode de réflexion et d'agissement en devient rigide. Nos relations avec les membres du sexe opposé en souffrent quand nous projetons sur eux nos fantasmes et nos hostilités. Nous devons prendre conscience de ces traits masculins ou féminins perdus et progressivement renouer avec eux, ce qui nous permettra de libérer un pouvoir créateur. Nos réflexions en deviendront plus fluides. En faisant ressortir la nuance masculine ou féminine de votre personnalité, vous fascinerez les gens en étant authentiquement vous-même. Ne jouez pas le rôle attendu par votre sexe, mais créez-en un qui vous convienne. Le sexe authentique. Jeune fille, Catherine Sforza rêvait de grandes choses qu'elle accomplirait en tant que membre de la célèbre famille milanaise. Née en 1463, Catherine était la fille naturelle d'une noble de Milan et de Galeazzo Maria Sforza. Ce dernier devint le duc de Milan à la mort de son père en 1466 et ordonna qu'on amenât sa fille au château Porta Giovia où il vivait avec sa nouvelle épouse pour qu'elle y soit élevée comme les autres enfants de la famille Sforza. Son épouse, la belle-mère de Catherine, la traita comme sa propre fille. Elle reçut la meilleure des éducations. L'ancien tuteur de Galeazzo, le célèbre humaniste Francesco Filelfo, devint le tuteur de Catherine. Il lui enseigna le latin, le grec, la philosophie, les sciences et même l'histoire militaire. Souvent livrée à elle-même, Catherine se rendait quasi quotidiennement dans la vaste bibliothèque du château, l'une des plus fournies d'Europe. Elle y lisait et relisait ses livres préférés, dont l'histoire de la famille Sforza, écrite par Filelfo dans un style homérien. Par cet énorme volume aux belles illustrations, elle se plongeait dans la formidable ascension au pouvoir de la famille Sforza, des condottieri, capitaines des mercenaires, qui finirent par régner sur le duché de Milan. Les Sforza étaient réputés pour leur esprit vif et leur bravoure dans les combats. Catherine aimait aussi les récits de vrais chevaliers en armure et des grands leaders de l'histoire. Parmi ses livres préférés se trouvait De Claris Mulieribus, de Boccace, une série de biographies de femmes célèbres. Passant beaucoup de temps dans la bibliothèque avec tous ses livres, elle se mit à rêver de la gloire future de sa famille et songea qu'elle en aurait une part active. L'image de son père était au centre de ses rêveries, un homme qu'elle considérait tout aussi grand et légendaire que les sujets de ses lectures. Même si elle ne faisait que croiser son père, pour Catherine, leur rencontre était toujours intense. Il lui parlait d'égal à égal, s'extasiant sur son intelligence et l'encourageant dans ses études. Depuis toujours, elle s'identifiait à son père, vivant ses traumatismes et ses triomphes comme si c'étaient les siens. Comme tous les autres enfants Sforza, y compris les filles, Catherine apprit à manier l'épée et reçut un entraînement physique intensif. Dans le cadre de cet aspect de son éducation, elle partait à la chasse avec la famille dans les forêts avoisinantes de Pavie. Elle apprit à chasser et tuer le sanglier, le cerf et d'autres animaux. Au cours de ces excursions, elle regardait son père avec admiration. C'était un cavalier émérite qui chevauchait avec tant de fougue qu'on eût cru que rien ne pouvait le blesser. En chassant du gros gibier, il ne montrait aucune peur. À la cour, c'était un diplomate hors pair qui maintenait pourtant toujours l'avantage. Il confia ses méthodes à sa fille, réfléchir en amont, planifier plusieurs coups d'avance, toujours essayer de garder l'initiative dans toute situation. Mais Catherine s'identifiait davantage encore à son père par une autre facette de sa personnalité. Il adorait les spectacles. Il était comme un artiste. Elle ne pouvait pas oublier le jour où la famille avait visité Florence. Ils étaient accompagnés de plusieurs troupes de théâtre, avec des comédiens en costumes extravagants. Ils avaient dîné à la campagne sous de belles tentes colorées. En marche, les chevaux carapassonnés et les soldats qui les accompagnaient, tous revêtus d'écarlate et de blanc, les couleurs de la famille Sforza, remplissaient le paysage. C'était un spectacle hypnotisant orchestré par son père.
Il aimait se vêtir à la dernière mode milanaise avec des robes en soie élaborées et ornées de pierres précieuses. Catherine partageait son intérêt, les vêtements et les bijoux devinrent une passion chez elle. Son père adoptait une posture virile pendant les batailles, mais elle le voyait pleurer comme un bébé lorsqu'il écoutait ses chants préférés. Il avait un appétit insatiable pour toutes les choses de la vie. Catherine lui portait un amour et une admiration sans limite. Alors, quand en 1473, son père lui annonça qu'il avait arrangé son mariage, la fillette de 10 ans ne pensait qu'à remplir son rôle en tant que membre de la famille Sforza et faire plaisir à son père. L'homme que Galeazzo lui avait choisi était Girolamo Riario, le neveu trentenaire du pape Sixte IV, un mariage qui scellerait une alliance précieuse entre Rome et Milan. Dans le cadre de cet arrangement, le pape racheta la ville d'Imola en Romagne, que les Sforza avaient conquise des décennies auparavant, et fit des jeunes mariés les seigneurs d'Imola. Le pape allait ajouter plus tard à leur possession la ville voisine de Forlì, ce qui leur offrait le contrôle d'une région stratégique au nord-est de l'Italie, juste au sud de Venise. Lors de leur première rencontre, le mari de Catherine semblait un homme très désagréable. Il était d'humeur changeante, égocentrique et prétentieux. Son épouse ne semblait l'intéresser que pour les relations sexuelles, et il avait hâte qu'elle ait l'âge d'en avoir. Heureusement, il continuait de vivre à Rome et elle à Milan. Quelques années plus tard, un noble mécontent de Milan assassina son père bien-aimé, et la puissance des Sforza parut menacée. Sa position en tant que pion du mariage, qui solidifiait l'alliance avec Rome, était plus importante que jamais. Elle s'installa rapidement à Rome, où elle devait jouer l'épouse modèle et soutenir son époux. Mais plus elle voyait Girolamo, moins elle le respectait. C'était une tête brûlée qui se faisait des ennemis à tout bout de champ. Elle n'avait jamais imaginé qu'un homme puisse être aussi faible. Il n'arrivait pas à la cheville de son père. Elle tourna donc son attention vers le pape. Elle lutta pour gagner ses faveurs et celles de ses courtisans. Catherine était une belle jeune femme blonde, une nouveauté à Rome. Elle commandait des robes élaborées à Milan. Elle faisait attention à ne jamais porter la même tenue 2 fois. Si elle arborait un turban orné d'un long voile, cela devenait la mode. Elle se délectait de l'attention que lui portaient les femmes les plus en vogue de Rome, et Botticelli fit appel à elle comme modèle pour certains de ses célèbres tableaux. Étant très cultivée, elle ravissait les artistes et écrivains de la ville, et les Romains commencèrent à l'accepter. Mais en quelques années, tout changea. Son époux fut à l'origine d'une querelle avec l'une des grandes familles d'Italie, les Colonna. Puis le pape mourut subitement en 1484, et, sans sa protection, Catherine et son époux étaient en danger. Les Colonna fomentaient leur vengeance. Les Romains détestaient Girolamo, et il était quasiment certain que le nouveau pape serait un ami des Colonna, auquel cas Catherine et son mari perdraient tout, y compris les villes de Forlì et d'Imola. Étant donné que la position de sa propre famille à Milan n'était pas plus brillante, la situation semblait désespérée. Jusqu'à l'élection du nouveau pape, Girolamo restait chef des armées papales, stationné à l'extérieur de Rome. Pendant des jours, Catherine observa son époux, paralysé par la peur et incapable de prendre une décision. Il n'osait pas entrer dans Rome, craignant une bagarre avec les Colonna et leurs nombreux alliés dans les rues bondées de la ville. Il préférait attendre, mais avec le temps, leur choix semblait s'amenuiser et la situation empirait. La foule avait saccagé leur palais, leurs rares alliés s'étaient éloignés d'eux et les cardinaux se rassemblaient pour élire un nouveau pape. C'était le mois d'août et la chaleur accablante rendait Catherine nauséeuse. Elle était enceinte de 7 mois de son 4e enfant. Alors qu'elle envisageait le pire, elle repensa à son père. C'était comme si son esprit vivait en elle. Réfléchissant à sa fâcheuse situation, comme son père y aurait pensé, elle se sentit revigorée par un plan audacieux. Sans parler à quiconque de ses intentions, un soir, elle partit discrètement du camp à cheval et fila vers Rome. Comme elle l'avait prévu, personne ne la reconnut dans son état et elle put pénétrer dans la ville. Elle se dirigea droit sur le château Saint-Ange, le point le plus stratégique de Rome, de l'autre côté du Tibre, juste en face du centre-ville et près du Vatican. Avec ses murs infranchissables et ses canons qui pouvaient toucher tous les quartiers de Rome, la personne qui contrôlait le château contrôlait la ville entière. Rome était en plein chaos. La foule envahissait les rues.
Le château était toujours dirigé par un lieutenant fidèle à Girolamo. Lorsqu'elle déclina son identité, on laissa Catherine entrer. Une fois à l'intérieur, elle s'empara du château au nom de son époux et démit le lieutenant de ses fonctions car elle n'avait pas confiance en lui. Envoyant un message à travers le château aux soldats qui lui jurèrent fidélité, elle réussit à faire entrer en douce d'autres soldats. Maintenant que les canons de Saint-Ange pointaient sur toutes les routes qui menaient au Vatican, elle fit en sorte que les cardinaux ne puissent plus se regrouper pour élire un nouveau pape. Afin que ces menaces soient prises au sérieux, les soldats devaient tirer en signe d'avertissement. Elle voulait négocier. Ses conditions pour céder le château étaient simples. La garantie de conserver tous les biens des Riario, y compris Forlì et Imola. Un soir, peu après sa prise de Saint-Ange en armure par-dessus sa robe, elle se promena le long des remparts, dominait la ville, regardait les hommes qui s'agitaient au pied des remparts, impatients d'en découdre avec elle. Une femme seule et enceinte lui procura un sentiment de puissance. Lorsqu'un messager du cardinal qui organisait le conclave pour élire un nouveau pape fut envoyé négocier avec elle et sembla réticent à accepter ses conditions, elle cria du haut des remparts pour que tout le monde l'entende. « Alors, le cardinal veut jouer au plus fin avec moi? Il n'a pas compris que j'ai la cervelle du duc Galeazzo et que je suis aussi intelligente que lui ?» En attendant leur réponse, elle savait qu'elle contrôlait la situation. Sa seule crainte était que son mari ne capitule et la trahisse, ou que la chaleur d'août la rende trop malade pour patienter. Mais devant sa détermination, un groupe de cardinaux vint au château pour négocier. Ils finirent par accepter ses conditions. Le lendemain matin, alors que le pont-levis se baissait pour la laisser sortir du château, Catherine vit une foule immense s'approcher d'elle. Des Romains de toutes les classes sociales venaient voir la femme qui avait pris le contrôle de Rome pendant 11 jours. Ils avaient pris la comtesse pour une femme plutôt frivole, une protégée du pape très attachée à la mode. Maintenant, ils la regardaient avec étonnement. Elle portait une robe en soie et une grosse épée pendait d'une ceinture d'homme. Et elle était clairement enceinte. Ils n'avaient jamais rien vu de tel. Assurés de conserver leurs biens, le comte et son épouse s'installèrent à Forlì pour gérer leur domaine. La papauté leur ayant coupé les vivres, Girolamo voulait trouver des moyens de gagner plus d'argent. Il augmenta les impôts de ses sujets, ce qui ne fit qu'accroître le mécontentement général. Il se mit rapidement à dos les Orsi, la puissante famille de la région. Craignant les complots, le comte s'enferma dans son palais. Catherine prit progressivement en charge la gestion du quotidien. Anticipant les choses, elle nomma un fidèle allié commandant du château Ravaldino, qui dominait la région. Elle fit tout son possible pour se faire accepter par les locaux, mais en quelques années, son mari avait fait trop de dégâts. Le 14 avril 1488, des hommes en armure menés par Ludovico Orsi pénétrèrent dans le palais et assassinèrent le comte avant de le jeter par la fenêtre sur la place publique. La comtesse, qui dînait avec ses enfants dans une pièce voisine, entendit les cris et emmena précipitamment les enfants dans un lieu plus sûr, dans la tour du palais. Elle verrouilla la porte et cria ses instructions à plusieurs alliés fidèles rassemblés sous la fenêtre. Ils devaient prévenir les Sforza à Milan et d'autres alliés dans la région pour qu'ils envoient leurs armées la secourir. Et sous aucun prétexte, le gardien du château Ravaldino ne devait capituler. Quelques minutes plus tard, les assassins firent irruption dans la pièce et s'emparèrent d'elle et de ses enfants. Quelques jours plus tard, Ludovico Orsi et son complice Giacomo del Ronce emmenèrent Catherine à Ravaldino pour qu'elle ordonne au commandant de livrer le château aux assassins. Le commandant qu'elle avait nommé, Tommaso Feo, regarda du haut des remparts et Catherine craignit pour sa vie. Émue, elle supplia Feo de capituler, mais il refusa. Tandis que Feo et Catherine poursuivaient leur dialogue, Ronce et Orsi eurent l'impression qu'ils jouaient un jeu et parlaient en code. Ronce en eut assez. Pressant la pointe de sa lance contre la poitrine de Catherine, il menaça de la transpercer si Feo ne se rendait pas. Soudain, l'expression de la comtesse changea. Elle s'appuya davantage sur la pointe de la lance, le visage à quelques centimètres de celui de Ronce, et d'un ton dédaigneux lui lança « Oh, Giacomo del Ronce,
N'essayez pas de me faire peur. Vous pouvez me faire mal, mais vous ne pouvez pas me faire peur, car je suis la fille d'un homme qui ne craignait rien. Faites ce que vous voulez. Vous avez tué mon époux, vous pouvez certainement me tuer aussi. Après tout, je ne suis qu'une femme. » Déconcertés par ses paroles et son attitude, Ronche et Orsi décidèrent de trouver d'autres moyens de pression. Plusieurs jours passèrent encore, et Féo indiqua aux assassins qu'il leur laisserait la forteresse à condition que la comtesse lui paie ses gages et signe une lettre l'absolvant de toute culpabilité d'une telle reddition. Orsi et Ronche amenèrent à nouveau Catherine au château et la surveillèrent pendant qu'elle négociait avec Féo. Finalement, Féo insista pour que la comtesse entre signer le document. Il craignait un piège des assassins et insista pour qu'elle entre seule. Une fois la lettre signée, il ferait comme promis. Sentant qu'ils n'avaient guère le choix, les complices acceptèrent, mais donnèrent peu de temps à la comtesse pour conclure l'affaire. En franchissant le pont-levis pour entrer dans le château de Ravaldino, elle se retourna brièvement et, dans un ricanement, adressa à Ronche et Orsi l'équivalent italien d'un doigt d'honneur. Tout ce qui s'était produit ces derniers jours avait été prévu et mis en scène par Catherine et Féo, avec qui elle avait communiqué grâce à plusieurs messagers. Elle savait que les Milanais allaient envoyer une armée pour la secourir et elle devait gagner du temps. Quelques heures plus tard, Féo monta sur les remparts et cria qu'il gardait la comtesse en otage. Les assassins en eurent assez. Ils revinrent au château le lendemain avec les 6 enfants de Catherine et appelèrent celle-ci à se montrer sur les remparts. Les enfants, menacés par des dagues et des lances pointées sur eux, pleuraient et suppliaient. Et les assassins donnèrent l'ordre à Catherine de livrer la forteresse, sinon ils les tueraient tous. Ils avaient déjà prouvé qu'ils étaient prêts à verser du sang. Elle pouvait bien être intrépide et la fille d'un Sforza, mais aucune mère ne pouvait voir ses enfants mourir sous ses yeux. Catherine réagit immédiatement. Elle leur cria « Faites-le donc, imbécile! Je suis déjà enceinte d'un autre enfant du comte Riario, et j'ai les moyens d'en faire d'autres encore. » Sur quoi, elle souleva ses jupes comme pour souligner ses propos. Catherine avait anticipé la manœuvre avec ses enfants et en avait conclu que les assassins étaient faibles et indécis. Ils auraient dû les tuer, elle et ses enfants, le premier jour, au milieu de la pagaille. Désormais, il n'oserait plus les éliminer de sang-froid, car il savait que les Sforza en chemin pour Forlì allaient se venger d'une façon terrible. Et si elle capitulait maintenant, elle et les enfants seraient emprisonnés et l'on verserait du poison dans leur nourriture. Peu lui importait qu'il la considère comme une mauvaise mère. Elle devait continuer à gagner du temps. Pour montrer sa détermination après avoir refusé de se rendre, elle avait donné l'ordre au canonnier de tirer sur le château des Orsi. 10 jours plus tard, une armée de Milan vint la secourir et les assassins se dispersèrent. La comtesse retrouva rapidement son pouvoir et le nouveau pape la reconnut comme régente jusqu'à ce que son fils aîné, Ottaviano, atteigne l'âge adulte. La rumeur de ses actes et de ce qu'elle avait crié aux assassins depuis les remparts de Ravaldino se répandit en Italie, et ainsi naquit la légende de Catherine Sforza, la belle comtesse guerrière de Forlì. Quelques années après la mort de son mari, la comtesse prit un amant, Giacomo Féo, le frère du commandant qu'elle avait nommé à Ravaldino. Giacomo avait 7 ans de moins que Catherine et était tout l'opposé de Girolamo. Bel homme, viril, issu de la classe moyenne, ancien palefrenier des Riario. Mais le plus important, c'est qu'il aimait Catherine. Il l'adorait et la dorlotait. La comtesse avait passé toute sa vie à maîtriser ses émotions et à faire passer les questions pratiques avant ses intérêts personnels. Se sentant soudain dépassée par l'affection de Giacomo, elle perdit son sang-froid habituel et tomba éperdument amoureuse de lui. Elle nomma Giacomo nouveau commandant de Ravaldino. Puisqu'il devait désormais vivre au château, elle s'y fit construire un palais et n'en sortait presque plus jamais. Mais Giacomo était inquiet de son statut. Catherine le fit chevalier et ils se marièrent en secret. Pour dissiper ses inquiétudes, elle lui céda de plus en plus de responsabilités à Forlì et Imola et commença à se retirer des affaires publiques. Elle ignora les mises en garde des courtisans et diplomates qui disaient que Giacomo ne pensait qu'à lui-même et qu'il était dépassé. Elle n'écouta pas plus ses fils qui craignaient que Giacomo ne les fasse disparaître. À ses yeux,
Son époux ne pouvait pas faire le mal. Puis un jour, en 1495, alors qu'elle était sortie du château avec Giacomo pour un pique-nique, un groupe d'assassins entoura son mari et le tua sous ses yeux. Prise de court par cet acte, Catherine réagit avec fureur. Elle retrouva les conspirateurs, les fit assassiner et emprisonna leur famille. Quelques mois plus tard, elle sombra dans une dépression grave et envisagea même de se suicider. Que lui était-il arrivé ces dernières années? Comment avait-elle perdu la tête et abandonné son pouvoir? Où étaient passés ses rêves d'enfant et l'esprit de son père qu'elle incarnait? Quelque chose avait obscurci son esprit. Elle se tourna vers la religion, reprit le contrôle de son royaume et se rétablit lentement. Un jour, elle reçut la visite de Jean de Médicis, un grand homme d'affaires de Florence de 33 ans, issu de la célèbre famille des Médicis. Il venait nouer des relations commerciales entre les deux villes. Plus que quiconque, il lui rappelait son père. Il était bel homme, intelligent, très cultivé, et pourtant il avait une certaine douceur dans sa personnalité. C'était enfin son égal en termes de connaissances, de pouvoir et de raffinement. Leur admiration fut mutuelle. Ils devinrent rapidement inséparables et se marièrent en 1498, unissant ainsi deux des plus grandes familles italiennes. Catherine pouvait enfin rêver de créer un grand pôle de pouvoir régional, mais des événements hors de son contrôle gâchèrent ses plans. Cette même année, Jean succomba à la maladie et avant d'avoir eu le temps de faire son deuil, Catherine dut gérer une menace extrêmement dangereuse. Le nouveau pape, Alexandre VI, anciennement appelé Roderigo Borgia, s'intéressait à Forlì. Il voulait étendre les domaines pontificaux par les conquêtes avec son fils, César Borgia, qui dirigerait les armées papales. Forlì serait une acquisition essentielle pour le pape qui commença à couper Catherine de ses alliés politiques. Pour se préparer à une invasion imminente, Catherine forgea une nouvelle alliance avec les Vénitiens et fit construire des défenses dans le château de Ravaldino. Le pape tenta de la faire renoncer à son royaume en lui faisant tout un tas de belles promesses. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas faire confiance à un Borgia. À l'automne 1499, la fin semblait proche. Le pape s'était allié avec la France et César Borgia était arrivé dans la région accompagné d'une armée de 12 000 hommes, soutenue par 2 000 soldats français expérimentés. Ils s'emparèrent rapidement d'Imola et entrèrent facilement dans la ville de Forlì. Il ne restait que Ravaldino qui, fin décembre, fut encerclé par les troupes de Borgia. Le 26 décembre, César Borgia arriva au château tout vêtu de noir sur son cheval blanc. Une vue assez impressionnante. En contemplant la scène depuis le haut des remparts, Catherine pensa à son père. C'était l'anniversaire de son assassinat. Il représentait tout ce qu'elle appréciait et elle ne voulait pas le décevoir. De tous les enfants de son père, c'était elle qui lui ressemblait le plus. Comme il l'aurait fait, elle anticipa. Son plan était de jouer la montre en attendant que ses derniers alliés viennent à son secours. Elle avait fortifié Ravaldino de façon à pouvoir se retirer derrière des barricades si les murs tombaient. Il devait lui prendre le château par la force, et elle était prête à mourir pour le défendre, épée à la main. En écoutant Borgia lui parler, il était clair qu'il était venu la flatter et la séduire. Tout le monde connaissait sa réputation de séducteur démoniaque, et en Italie, beaucoup pensaient que Catherine avait des mœurs légères. Elle l'écouta en souriant, lui rappelant au passage ses actions antérieures et sa réputation en tant que Sforza. S'il voulait qu'elle se rende, il devait faire mieux. Il ne se démonta pas et demanda à s'entretenir avec elle en personne. Elle sembla succomber à son charme. Elle n'était qu'une femme après tout. Elle donna l'ordre de baisser le pont-levis et commença à s'avancer vers lui. Il continua d'insister, et elle lui décocha des regards et des sourires qui indiquaient qu'elle tombait sous le charme. À quelques centimètres d'elle, il tenta de lui toucher le bras. Espiègle, elle recula. « Ils discuteraient à l'intérieur », lui dit-elle timidement, et elle se dirigea lentement vers le château en l'invitant à la suivre. Au moment où Borgia allait la rattraper, le pont-levis commença à se refermer, et il eut juste le temps d'en sauter. Furieux et honteux de s'être fait avoir, il jura de se venger. Les jours suivants,
Borgia fit pleuvoir les boulets de canon sur les murs du château et finit par percer une brèche. Les soldats de Borgia s'engouffrèrent dedans, menés par les Français plus expérimentés. C'était maintenant un combat à corps et Catherine dirigeait ses derniers soldats. Fasciné, le chef des troupes françaises, Yves d'Allègre, admirait la belle comtesse, vêtue d'une cuirasse décorée par-dessus sa robe, chargeait ses hommes et maniant l'épée avec dextérité, sans le moindre signe de peur. Juste au moment où elle allait s'enfoncer plus loin dans le château avec ses hommes dans l'espoir de prolonger la bataille encore quelques jours, comme elle l'avait prévu, l'un de ses soldats attrapa Catherine par derrière, et la lame de son épée pointée sur sa gorge, il l'emmena dans le camp ennemi. Borgia avait mis sa tête à prix, et ce soldat l'avait trahi pour toucher la récompense. Le siège était terminé, et Borgia prit possession de sa récompense en personne. Cette nuit-là, il viola Catherine et la confina dans ses appartements pour donner l'impression au monde entier que la célèbre comtesse guerrière avait succombé à son charme. Quoi qu'il en soit, même sous la contrainte, elle refusa de signer l'abandon de son domaine et fut rapidement emmenée à Rome pour y être jetée dans un sombre cachot du château Saint-Ange. Pendant toute une longue année, dans une cellule étroite et sans fenêtre, Catherine endura sa solitude et les incessantes tortures imaginées par les Borgia. Son état de santé se détériora et il semblait qu'elle allait mourir en prison, mais le chevaleresque capitaine français Yves d'Allègre était tombé sous son charme. Il ne cessa de réclamer, au nom du roi de France, sa libération. Il finit par l'obtenir et elle put se rendre à Florence en toute sécurité. Retirée de la vie publique, Catherine commença à recevoir des lettres d'hommes envoyés de partout en Europe. Elle en avait rencontré quelques-uns au fil des années, mais la plupart d'entre eux n'avaient fait qu'entendre parler d'elle. Ils étaient fascinés par son histoire, confessaient leur amour, la suppliaient de leur offrir un souvenir, une relique à adorer. Un homme qu'il avait aperçu à Rome lui écrivit « Quand je dors, j'ai l'impression d'être à vos côtés. Quand je mange, je délaisse ma nourriture pour vous parler. Vous êtes gravé dans mon cœur. » Affaiblie par son année passée en prison, la comtesse mourut en 1509. Interprétation. À l'époque de Catherine Sforza, le rôle de la femme était strictement limité. Elle devait tout d'abord être une bonne mère et épouse, mais si elle n'était pas mariée, elle pouvait consacrer sa vie à la religion ou, dans de rares cas, devenir une courtisane. C'était comme si un cercle avait été dessiné autour de chaque femme et aucune n'osait s'aventurer en dehors de son cercle. Une femme assimilait ces restrictions durant les premières années de sa vie et de son éducation. Si elle n'étudiait qu'un nombre limité de sujets et ne cultivait que quelques aptitudes, elle ne pouvait pas étendre son rôle même si elle le désirait. Le savoir, c'était le pouvoir. Catherine est une exception, car elle a pu bénéficier d'une convergence de circonstances. Les Sforza venaient d'accéder au pouvoir. Ils avaient découvert lors de leur ascension qu'une épouse forte et compétente pouvait être d'une aide précieuse. Ils ont pris l'habitude d'entraîner leurs filles à la chasse et au maniement de l'épée, pour les endurcir et les rendre intrépides, des qualités importantes lors d'un mariage. Mais le père de Catherine ne s'est pas arrêté là. Peut-être reconnaissait-il en sa fille une version féminine de lui-même. Lui assigner son propre tuteur était un gage de l'identification qu'ils ressentaient entre eux. Une expérience unique a donc débuté au château de Porta Giovia. Isolée du monde extérieur, mais avec beaucoup de liberté, Catherine a pu se développer dans tous les domaines qu'elle souhaitait. Intellectuellement, elle pouvait explorer toute forme de connaissance. Elle a pu satisfaire tous ses centres d'intérêt, dont la mode et l'art. Lors des entraînements physiques, elle pouvait donner libre cours à son esprit d'aventurière. Grâce à cette éducation, elle a pu faire ressortir de multiples facettes de sa personnalité. Alors, quand elle est entrée dans la vie publique à l'âge de 10 ans, elle est sortie du cercle restreint imposé aux femmes. Elle pouvait endosser bien des rôles. En tant que Sforza dévouée, elle pouvait devenir une épouse fidèle. Naturellement empathique et bienveillante, elle pouvait aussi être une mère dévouée. Elle a pris beaucoup de plaisir à être la plus jolie femme et la mieux habillée de la cour du pape. Quoi qu'il en soit, lorsque les actes de son époux semblaient les condamner, elle et sa famille, elle a changé de rôle. Motivée à penser par elle-même et inspirée par son père,
elles pouvaient se transformer en soldats et assujettir une ville entière. Elles pouvaient être fines stratèges et prévoir plusieurs coups d'avance en cas de crise grave. Elle pouvait mener ses troupes, épée à la main. Petite, elle rêvait d'endosser ces différents rôles. Et quand elle a eu l'occasion de le faire dans la vraie vie, cela lui a donc procuré beaucoup de satisfaction. On pourrait dire que Catherine avait un esprit féminin avec une nuance de masculinité très prononcée, l'inverse de son père. Ses côtés féminins et masculins se sont mélangés, lui offrant un mode de pensée et d'action unique. En régnant, elle faisait preuve de beaucoup d'empathie, quelque chose d'assez inhabituel à l'époque. Lorsque la peste a touché Forlì, elle s'est occupée des malades au péril de sa vie. Elle était prête à endurer les pires conditions en prison pour sauvegarder l'héritage de ses enfants, un sacrifice rare pour une personne puissante. Mais en même temps, c'était une négociatrice dure. Elle n'avait aucune tolérance pour les incompétents ou les faibles. Elle était ambitieuse et fière de l'être. Lors de conflits, elle trouvait toujours une stratégie pour être plus maligne que ses adversaires masculins agressifs et éviter les bains de sang. Elle a attiré César Borgia sur le pont-levis en usant de ses charmes féminins. Puis, elle l'a attiré à l'intérieur du château, le piégeant dans une longue bataille pour donner le temps à ses alliés de venir à son secours. Elle a failli réussir aux 2 occasions. Cette capacité à tenir plusieurs rôles, à mélanger son côté masculin et féminin, était la source de sa puissance. La seule fois où elle y a renoncé était lors de son mariage avec Giacomo Feo. Elle était tombée amoureuse et se trouvait dans une posture très vulnérable. Les pressions qu'elle subissait étaient énormes. Gérer un mari violent et incompétent, survivre à de nombreuses grossesses qui l'ont affaiblie, conserver les alliances politiques fragiles qu'elle avait bâties. Alors, lorsqu'elle a soudain reçu l'attention toute particulière de Feo, il était naturel qu'elle y cherche un peu de répit, qu'elle abandonne le pouvoir par amour. Mais en se réduisant au rôle de l'épouse dévouée, elle a aussi dû refouler sa nature expansive. Elle a dû dépenser son énergie à apaiser les insécurités de son mari et par conséquent, elle a perdu toute initiative et en a payé le prix fort avec une dépression qui a failli la tuer. Quoi qu'il en soit, cela lui a servi de leçon et par la suite, elle est restée fidèle à elle-même le restant de ses jours. Ce qui est sans doute le plus surprenant dans l'histoire de Catherine Sforza est l'effet qu'elle avait sur les hommes et les femmes de son époque. On aurait pu s'attendre à ce qu'on la condamne pour sorcellerie ou qu'on la rejette parce qu'elle bafouait les conventions de genre. Au contraire, elle semblait fasciner tous ceux qui l'approchaient. Les femmes admiraient sa force. Isabelle d'Este, sa contemporaine qui régnait sur Mantoue, l'admirait et lui a écrit après sa capture par Borgia « Si les Français critiquent la lâcheté de nos hommes, ils devraient acclamer le courage d'une Italienne. » Toutes sortes d'hommes, artistes, soldats, prêtres, nobles, serviteurs, étaient obnubilés par elle. Ceux qui cherchaient à l'abattre, comme César Borgia, étaient d'abord attirés par elle et avaient envie de la posséder. Les hommes pouvaient parler stratégie et bataille avec elle comme avec un père, contrairement aux autres femmes qu'ils côtoyaient et avec lesquelles ils peinaient à tenir une discussion. Mais surtout, ils sentaient une liberté chez elle qui les captivait. Eux aussi devaient également jouer un rôle spécifique à leur sexe, qui, même s'il n'était pas aussi restreint que celui des femmes, avait tout de même des inconvénients. Ils devaient toujours contrôler la situation, se montrer fermes et invincibles. Ils étaient secrètement attirés par cette femme dangereuse avec laquelle ils pouvaient perdre tout contrôle. Elle n'avait rien de la poupée passive qui n'existait que pour satisfaire les hommes. Elle était tout antique et désinhibée, ce qui les motivait pour lâcher prise à leur tour et sortir de leur rôle restreint. Quelle leçon tirer de cet exemple? On aimerait se dire que beaucoup de choses ont changé concernant les rôles de genre et que l'univers de Catherine Sforza est trop éloigné d'une autre pour être pertinent. Mais ce serait une grosse erreur. Les détails spécifiques des rôles de genre varient selon la culture et la période. Mais le schéma reste identique à peu de choses près. Nous sommes des êtres complets à notre naissance et possédons de nombreuses facettes en nous. Nous avons tous des qualités du sexe opposé, héritées de nos gènes et de l'influence du parent du sexe opposé. Notre caractère a des profondeurs et des dimensions naturelles. Les études ont montré que les petits garçons sont plus réactifs sur le plan émotionnel que les petites filles. Ils sont plus empathiques et sensibles. Les filles ont un esprit d'aventure et d'exploration inné. Elles ont beaucoup de volonté et elles aiment l'employer pour transformer leur environnement.
Le problème, c'est qu'en grandissant, il faut présenter une identité cohérente. On doit tenir certains rôles et répondre à certaines attentes. On doit supprimer certaines de nos qualités naturelles. Les garçons perdent leur vaste gamme d'émotions et, dans leur lutte pour avancer, refoulent leur empathie naturelle. Les filles doivent sacrifier leur assurance innée. Elles sont supposées être gentilles, souriantes, respectueuses et toujours faire passer les sentiments des autres avant les leurs. Une femme peut être patronne, mais elle doit être tendre et souple, jamais trop agressive. Ainsi, on perd certaines de nos dimensions. On se conforme au rôle attendu dans notre culture et notre époque. On perd des facettes précieuses de notre personnalité. Parfois, on s'en rend compte quand on rencontre des personnes moins réprimées que nous et qui ont tendance à nous fasciner. Catherine Sforza avait un tel effet sur les gens. Il existe plein d'exemples qui seraient autant de versions masculines de Catherine. L'ancien Premier ministre britannique Benjamin Disraeli, Duke Ellington, John F. Kennedy, David Bowie, tous des hommes qui montraient leur côté féminin et intriguaient les gens à cause de cela. Votre mission est d'être plus souple quand vous vous identifiez de façon excessive au rôle de genre qu'on attend de vous. Le pouvoir réside dans l'exploration de ce milieu entre le masculin et le féminin, en déjouant les attentes des gens. Renouez avec les côtés plus durs ou plus doux de votre personnalité que vous avez perdus. Dans vos relations avec les autres, développez votre répertoire en faisant preuve de plus d'empathie ou en apprenant à être moins déférent. Face à un problème ou une résistance, entraînez-vous à réagir d'une façon différente. Attaquez quand normalement vous vous défendriez, ou inversement. Dans votre mode de pensée, apprenez à mélanger le côté analytique et le côté intuitif pour devenir plus créatif. Voir la fin de ce chapitre pour plus de détails. N'ayez pas peur de montrer la facette plus sensible ou ambitieuse de votre personnalité. Cette facette refoulée aspire à être libérée. Dans les scènes de la vie quotidienne, élargissez vos rôles. Ne vous souciez pas de la réaction des gens face aux changements qu'ils sentent en vous. Vous ne vous laissez pas facilement cataloguer. Ce qui les fascine et vous offre l'avantage de pouvoir jouer avec la façon dont ils vous perçoivent et de la modifier comme bon vous semble. C'est la terrible tromperie de l'amour qu'il commence par nous faire jouer avec une femme non du monde extérieur, mais avec une poupée intérieure à notre cerveau. La seule d'ailleurs que nous ayons toujours à disposition, la seule que nous posséderons. Marcel Proust. Les clés de la nature humaine. Nous, les êtres humains, aimons penser que nous sommes cohérents et matures, que nous contrôlons suffisamment notre vie. Nous prenons des décisions qui s'appuient sur des considérations rationnelles, sur ce qui nous profitera le plus. Nous avons le libre arbitre. Nous savons qui nous sommes, enfin plus ou moins. Mais il y a un moment dans la vie où nos opinions volent facilement en éclats, quand nous tombons amoureux. Quand on est amoureux, on est en proie à des émotions qu'on ne contrôle pas. On n'a pas d'explication logique quant à notre choix de partenaire, et souvent ce choix s'avère le mauvais. Beaucoup de personnes vivront au moins une belle relation dans leur vie, mais on a tendance à en avoir connu beaucoup d'autres qui se sont mal finis, et on réitère souvent le mauvais choix de partenaire, comme mu par un démon intérieur. Avec le recul, on se dit qu'on était amoureux, et donc qu'une sorte de folie temporaire nous a pris. On pense que de tels moments sont exceptionnels, non généralisés. Et si c'était l'inverse ? Imaginons que, dans notre vie quotidienne consciente, nous soyons somnambules, inconscients de qui nous sommes vraiment. Nous présentons un caractère raisonnable au monde entier, et nous prenons ce masque pour la réalité. Quand nous tombons amoureux, nous sommes davantage nous-mêmes. Les masques tombent. Nous comprenons alors combien les forces profondément inconscientes déterminent bon nombre de nos actes. Nous sommes davantage connectés à la réalité de l'irrationalité essentielle de notre nature. Regardons de plus près nos changements les plus courants lorsque nous sommes amoureux. Normalement, notre esprit est distrait. Mais plus on est amoureux, plus on est absorbé par l'autre. On devient obsédé. On aime présenter une apparence particulière aux autres, celle qui met en valeur nos forces. Mais quand on est amoureux, le trait opposé refait souvent surface. Une personne qui est habituellement forte et indépendante peut soudain devenir faible, dépendante et hystérique. À l'inverse,
une personne attentionnée et empathique peut devenir tyrannique, exigeante et égocentrique. Quand on est adulte, on se sent plutôt mature, pragmatique, mais quand on est amoureux, on régresse et on adopte un comportement plutôt enfantin. On développe des craintes et des insécurités qui sont largement exagérées. On est terrorisé à l'idée d'être abandonné comme un bébé laissé seul quelques minutes. On connaît des changements d'humeur, on passe de l'amour à la haine, de la confiance à la paranoïa. D'habitude, nous nous imaginons assez bons juges de la personnalité des autres, mais quand nous sommes amoureux ou sous le charme de quelqu'un, nous prenons le narcissique pour un génie, l'étrangleur pour un ange gardien, le fainéant pour un rebelle trépidant, le maniaque du contrôle pour un protecteur. Les autres voient souvent la vérité et tentent de nous désabuser de nos fantasmes, mais nous ne les écoutons pas. Pire encore, nous continuons de faire les mêmes erreurs de jugement, à maintes et maintes reprises. En étudiant ces états dénaturés, on pourrait les décrire comme des formes de possession. Normalement, on est une personne A rationnelle, mais sous l'influence de notre entichement, la personne B irrationnelle apparaît. Au début, A et B fluctuent et se mélangent, mais plus on est amoureux, plus c'est la personne B qui a tendance à dominer. Le B voit chez les autres des qualités qu'ils n'ont pas, agit d'une façon contre-productive et même autodestructrice. B est assez immature, a des attentes irréalistes et prend des décisions qui sont souvent mystérieuses pour A. Quant à notre comportement dans ces situations, nous ne comprenons jamais vraiment ce qui se passe. Une trop grande part de notre inconscient est en jeu et nous n'avons pas accès à sa manière d'opérer. Mais l'éminent psychologue Carl Jung, qui a analysé au cours de sa longue carrière des milliers d'hommes et de femmes qui souffraient de leur histoire d'amour, a proposé la meilleure explication de ce qui nous arrive quand nous tombons amoureux. Selon lui, nous sommes véritablement possédés dans ces moments-là. Il a donné à l'entité, la personne B, qui prend possession de nous, le nom d'anima chez l'homme et d'animus chez la femme. Cette entité existe dans notre inconscient, mais elle fait surface lorsque nous sommes fascinés par une personne du sexe opposé. Voici l'origine de l'anima et de l'animus, et leur façon d'opérer. Nous possédons tous des hormones et des gènes du sexe opposé. Ces traits contre-sexuels sont minoritaires, dans une mesure plus ou moins grande selon les individus. Mais ils sont en nous et forment une partie de notre caractère. Ce qui est tout aussi important, c'est l'influence sur notre psychisme du parent du sexe opposé, dont on absorbe les traits masculins ou féminins. Dans notre petite enfance, nous sommes totalement ouverts et susceptibles à l'influence des autres. Le parent du sexe opposé était notre première rencontre avec quelqu'un de complètement différent de nous. En nous liant à leur nature étrangère, une grande part de notre personnalité s'est formée en réponse, gagnant ainsi de nouvelles dimensions et de nouvelles facettes. Avec le parent du même sexe, il y a un certain confort et une identification immédiate qui ne demande pas la même énergie d'adaptation. Par exemple, les petits garçons sont plus à l'aise pour exprimer des émotions et des traits de caractère qu'ils ont appris de leur mère, comme une affection manifeste, l'empathie et la sensibilité. De leur côté, les petites filles aiment exprimer des traits de caractère appris de leur père, comme l'agressivité, l'audace, la rigueur intellectuelle et les prouesses physiques. Chaque enfant possède naturellement des traits du sexe opposé. De plus, chaque parent a une ombre que l'enfant doit gérer et assimiler. Par exemple, une mère peut être plus narcissique qu'empathique, et un père peut être plus dominateur ou faible que protecteur ou fort. Les enfants doivent s'y adapter. Dans tous les cas, le petit garçon et la petite fille intériorisent des qualités positives et négatives du parent du sexe opposé d'une façon inconsciente et profonde. L'association aux parents du sexe opposé sera chargée de toutes sortes d'émotions, des liens physiques et sensuels, une très forte excitation, une fascination ou une déception par rapport à ce qui n'a pas été donné. Mais très vite, nous connaissons une période critique dans la vie où nous devons nous séparer de nos parents et nous forger notre identité. Le moyen le plus simple est de créer cette identité d'après les rôles de genre, le masculin et le féminin. Le garçon aura tendance à avoir une relation ambivalente avec sa mère qui le marquera à vie. D'un côté, il est avide de la sécurité et de l'attention qu'elle lui offre. De l'autre, il se sent menacé par elle, comme si elle pouvait l'étouffer dans sa féminité et qu'il se perde. Il craint son autorité et son pouvoir sur la vie.
À partir d'un certain âge, il a besoin de se différencier. Il doit établir son propre sens de l'identité masculine. Des changements physiques qui se produisent en grandissant alimentent cette identité avec le côté masculin, mais dans le processus, il a tendance à trop s'identifier avec les rôles de genre, à moins qu'il ne s'identifie avec le rôle féminin, jouant de sa dureté et de son indépendance pour insister sur sa séparation d'avec sa mère. Les autres facettes de son caractère, l'empathie, la douceur, le besoin de se lier qui viennent de sa mère ou qui étaient innés en lui, auront tendance à être refoulés et à sombrer dans l'inconscient. La petite fille peut avoir un esprit d'aventure et incorporer la volonté et la détermination de son père dans sa personnalité, mais en grandissant, elle ressentira davantage de pression pour se conformer aux normes culturelles et se forger une identité autour de ce qui est considéré comme féminin. Les filles sont censées être gentilles, douces et respectueuses. Elles sont censées privilégier les intérêts des autres avant les leurs. Elles sont censées apprivoiser les excès, paraître jolies et être désirables. Individuellement, ces attentes se traduisent par des voix que la petite fille entendra dans sa tête, qui la jugeront sans cesse et qui la feront douter de sa valeur. Ces pressions sont sans doute plus subtiles à notre époque, mais elles exercent néanmoins une grande influence. Les aspects les plus aventureux, agressifs et sombres, innés et hérités de son père, seront refoulés et sombreront dans l'inconscient si elle adopte le rôle féminin plus traditionnel. La facette féminine inconsciente du petit garçon et de l'homme est ce que Carl Jung appelle l'anima. La facette masculine inconsciente de la petite fille et de la femme est l'animus. Puisque c'est une part de nous qui est profondément enfouie, nous n'en sommes jamais vraiment conscients dans notre vie quotidienne. Mais une fois que l'on devient fasciné par une personne du sexe opposé, l'anima et l'animus se réveillent. L'attraction ressentie pour l'autre peut être simplement physique, mais souvent, la personne qui inconsciemment attire notre attention présente une ressemblance, physique ou psychologique, avec notre père ou notre mère. N'oubliez pas que cette relation primitive est chargée d'énergie, d'excitation et d'obsession refoulée, mais qui n'attendent que de remonter à la surface. Une personne qui éveille ces associations en nous attirera notre attention comme un aimant, même si nous ne sommes pas conscients de ce qui nous attire en elle. Si notre relation à notre mère ou notre père était positive, nous aurons tendance à projeter sur l'autre les qualités désirables que notre parent avait dans l'espoir de retrouver le paradis de notre enfance. Prenez par exemple un jeune homme chouchouté et adoré par sa mère. S'il était un petit garçon doux et adorable, dévoué à sa mère, et lui renvoyant son énergie nourricière, il a pu refouler ses traits en grandissant et en devenant un homme indépendant qui entretient son image virile. Dans la femme qui éveillera en lui une association avec sa mère, il verra en elle la capacité à l'adorer qu'il désire secrètement. Cette impression d'obtenir ce qu'il veut intensifie son excitation et son attirance physique pour cette femme. Elle lui offrira les qualités qu'il n'a jamais développées en lui. En fait, il tombe amoureux de son anima qui prend la forme de la femme qu'il désire. Si nos sentiments envers notre mère ou père étaient essentiellement ambivalents, leur attention était irrégulière. On essaiera de renouer la relation d'origine en tombant amoureux de quelqu'un qui nous rappelle cette figure parentale imparfaite, dans l'espoir de soustraire ses qualités négatives et d'obtenir ce qui nous a manqué dans notre petite enfance. Si les relations étaient négatives, on cherchera quelqu'un avec des qualités opposées à celles du parent, souvent une nature sombre. Par exemple, une petite fille qui aura eu un père trop strict, distant et critique, aura peut-être eu envie de se rebeller, mais n'aura pas osé le faire. Devenue jeune femme, elle pourrait être attirée par un homme rebelle, non conventionnel, qui représente le côté sauvage qu'elle n'a jamais pu exprimer et qui est l'opposé de son père. Le rebelle est son animus, désormais extériorisé sous la forme de ce jeune homme. En tout cas, que l'association soit positive, négative ou ambivalente, des émotions fortes sont provoquées. En nous sentant transportés vers la relation primaire de notre enfance, nous agissons souvent de la manière opposée à celle de la persona que nous présentons dans notre vie de tous les jours. Nous devenons agités, en manque d'affection, obsessionnels, dans le contrôle. L'anima et l'animus ont leur propre personnalité et lorsqu'elles s'animent, nous devenons la personne B.
Puisque nous sommes en relation non avec les hommes et les femmes que nous rencontrons tels qu'ils sont, mais avec nos projections, nous finissons par être déçus, comme s'ils étaient responsables de ne pas être ce qu'on avait imaginé. La relation finit par échouer à cause d'erreurs de communication et de lecture mutuelle, et inconscients de la cause, nous repartirons dans le même cercle vicieux avec la personne suivante. Les variantes de ces schémas sont infinies, car chacun possède des circonstances particulières et des mélanges de masculin et de féminin individuels. Par exemple, il y a des hommes qui sont plus féminins du point de vue psychologique que des femmes, et des femmes qui sont plus masculines du point de vue psychologique que des hommes. S'il est hétérosexuel, l'homme sera attiré par une femme masculine qui possède les qualités qu'il n'a jamais développées en lui. Il a davantage un animus qu'un anima. De son côté, la femme sera attirée par des hommes avec une touche de féminité en eux. Il existe de nombreux couples controsexuels qui peuvent très bien fonctionner tant que chaque partie obtient ce qu'elle désire. Un bon exemple serait le couple formé par le compositeur Frédéric Chopin et l'écrivaine George Sand, où Sand jouait davantage le rôle de l'époux et Chopin celui de l'épouse. Si la personne est homosexuelle, elle cherchera quand même des qualités controsexuelles peu développées chez son partenaire. En général, les gens ont un déséquilibre. Ils s'identifient à l'excès avec le masculin ou le féminin et sont attirés par l'opposé. Vous qui vous intéressez à la nature humaine, votre tâche est triple. Tout d'abord, essayez d'observer l'anima et l'animus quand ils se manifestent chez les autres, notamment dans leur vie privée. En faisant attention à leur comportement et schéma dans cette situation, vous aurez pour une fois accès à leur inconscient. Vous apercevrez des facettes de leur personnalité qu'ils ont refoulées et pourrez utiliser cette découverte à bon escient. Faites particulièrement attention aux personnes hyper masculines ou hyper féminines. Sous la surface, vous pouvez être sûr de déceler une anima très féminine chez un homme et un animus très masculin chez une femme. Lorsque les gens veulent à tout prix refouler leur côté féminin ou masculin, celui-ci aura tendance à ressortir sous une forme caricaturale. Par exemple, un homme hyper masculin sera secrètement obsédé par ses tenues et son apparence. Il s'intéressera beaucoup à l'apparence des autres, y compris celle des hommes, et fera des commentaires cinglants. Richard Nixon a désespérément tenté de projeter une image de macho sur ses collaborateurs, mais il faisait constamment des remarques sur la couleur de leurs costumes et les rideaux de son bureau. L'homme hypermasculin exprime des avis tranchés sur les voitures, la technologie, la politique, qui ne s'appuient pas sur de véritables connaissances. Lorsqu'on le lui fait remarquer, il s'énerve pour se défendre, pique une crise, ou bien il boude. Il essaie toujours de contenir ses émotions, mais elles peuvent quand même surgir. Par exemple, sans qu'il en ait l'intention, il peut brusquement devenir très sentimental. La femme hyperféminine masque souvent de la colère et de la rancœur vis-à-vis du rôle qu'elle a été forcée d'endosser. Son comportement de séductrice auprès des hommes est en réalité un stratagème pour obtenir du pouvoir, tourmenter, piéger et faire souffrir sa cible. Son côté masculin transparaîtra dans son comportement passif-agressif, ses tentatives pour dominer les autres de manière sournoise. Sous une façade douce et respectueuse, elle peut se montrer assez obstinée et très critique envers les autres. Son obstination toujours contenue se manifeste par un entêtement irrationnel au sujet de broutilles. Votre seconde mission est d'avoir conscience de votre mécanisme de projection. Voir la partie suivante pour connaître les types courants de projection. Les projections jouent un rôle positif dans votre vie et vous ne pourriez pas les arrêter même si vous le vouliez, car elles sont parfaitement automatiques et inconscientes. Sans ces projections, vous ne feriez pas attention à une autre personne, vous ne seriez pas fasciné par elle, vous ne l'idéaliseriez pas et vous n'en tomberiez pas amoureux. Mais une fois que la relation se développe, il faut avoir la capacité et la présence d'esprit d'interrompre ces projections pour voir l'autre tel qu'il est vraiment. Ainsi, vous vous rendrez compte à quel point vous êtes incompatible, ou le contraire. Une fois relié à la véritable personne, vous pouvez continuer à l'idéaliser, mais cela s'appuiera sur ses véritables qualités positives. Il se peut aussi que vous trouviez ses défauts charmants. Vous réussirez cela en prenant conscience de vos schémas de fonctionnement et du type de qualité que vous avez tendance à projeter sur les autres. Cela s'applique également aux relations qui ne sont pas intimes avec des personnes du sexe opposé.
Par exemple, au bureau, un collègue critique votre travail ou ajourne la réunion que vous réclamez. Si ce collègue est une personne du sexe opposé, toutes sortes d'émotions surgiront. Ressentiment, peur, déception, hostilité, accompagnées de diverses projections. S'il s'agit d'un collègue du même sexe, il y aura beaucoup moins de réactions. En observant cette dynamique au quotidien, vous serez en mesure de mieux la contrôler et d'entretenir des relations plus fluides avec les personnes du sexe opposé. Votre troisième tâche est un travail d'introspection pour voir vos qualités masculines ou féminines refoulées ou sous-développées. Vous apercevrez votre anima ou animus dans vos relations avec le sexe opposé. L'assurance que vous voulez voir chez un homme ou l'empathie chez une femme est quelque chose que vous devez développer en vous, en faisant ressortir cette facette féminine ou masculine de votre personnalité. En gros, il s'agit d'intégrer dans votre personnalité les traits que vous avez refoulés. Ils ne fonctionneront plus de façon indépendante et automatique, comme si vous étiez possédé. Ils feront désormais partie de votre personnalité courante et les gens seront attirés par l'authenticité que vous dégagez. Pour plus de détails à ce sujet, reportez-vous à la fin de ce chapitre. Enfin, en ce qui concerne les rôles de genre, nous aimons imaginer une progression continue menant à une égalité parfaite et nous nous plaisons à croire que nous ne sommes pas loin d'atteindre cet idéal. Mais il n'en est rien. Si l'on peut voir un progrès certain à un niveau, à un autre niveau plus profond, on constate une tension croissante et une polarisation entre les deux sexes, comme si les anciens schémas de l'inégalité homme-femme exerçaient une influence inconsciente sur nous. Cette tension peut parfois être ressentie comme une guerre et provient de la distance psychologique croissante entre les genres, dans laquelle le sexe opposé ressemble à un alien, avec des habitudes et des modes de comportement incompréhensibles. Cette distance peut parfois se transformer en hostilité chez certaines personnes. Même si cela se produit chez les hommes comme chez les femmes, l'hostilité est plus grande chez la jante masculine. C'est peut-être lié à l'hostilité latente que beaucoup d'hommes ressentent envers la figure maternelle et l'impression de dépendance et de faiblesse qu'elle provoque inconsciemment. Le sens de la masculinité chez l'homme a souvent une connotation défensive qui révèle des insécurités sous-jacentes. Ces insécurités s'accentuent avec la mutation du rôle des genres et augmentent la méfiance et l'hostilité entre les hommes et les femmes. Ce conflit apparent entre les genres n'est que le reflet d'un conflit interne non résolu. Tant que le côté féminin ou masculin est nié, la distance ne fera que s'accroître. Lorsque nous comblons cette distance de l'intérieur, notre attitude vis-à-vis du sexe opposé change. Nous nous sentons plus étroitement liés. Nous pouvons discuter et nous identifier à l'autre comme avec une part de nous-mêmes. La polarité entre les sexes existe encore. C'est toujours à cause d'elle que nous sommes attirés et que nous tombons amoureux. Mais désormais, cela inclut également le désir de se rapprocher du féminin ou du masculin. C'est très différent de la polarisation entre les genres dans laquelle la distance et l'hostilité finissent par prendre le dessus de la relation et séparer les personnes un peu plus encore. La connexion interne améliorera grandement la connexion externe. Elle devrait être l'idéal à atteindre. Les différents types de projection des genres. Même si les variantes sont innombrables, voici les 6 types de projection des genres les plus courants. Il y a 3 façons d'appliquer ce savoir. Premièrement, reconnaissez en vous-même la tendance à chacune de ces formes de projection. Cela vous aidera à comprendre quelque chose de profond de votre petite enfance et facilitera le retrait de vos projections sur les autres. Deuxièmement, utilisez cela comme un outil précieux pour avoir accès à l'inconscient des autres, pour voir leur anima et animus en action. Et troisièmement, soyez attentifs à la façon dont les autres projettent sur vous leurs besoins et fantasmes. N'oubliez pas que lorsque vous serez la cible des projections des autres, vous serez tenté de répondre à leur idéalisation, devenir leur fantasme. Vous serez happé par leur excitation et vous voudrez croire que vous êtes aussi grand, fort et empathique qu'ils l'imaginent. Sans vous en rendre compte, vous jouerez le rôle qu'ils veulent vous voir endosser. Vous deviendrez la figure maternelle ou paternelle qu'il leur faut. Mais inévitablement, cela finira par vous déplaire. Vous ne pouvez pas être vous-même, on ne vous apprécie pas pour vos véritables qualités. Mieux vaut connaître cette dynamique avant de vous retrouver piégé. Le romantique démoniaque.
Pour la femme de ce scénario, l'homme qui la fascine, souvent plus âgé et qui a réussi, semble un peu débauché. Il ne peut s'empêcher de courir après les jeunes femmes. Mais c'est aussi un romantique. Quand il est amoureux, il inonde sa partenaire de marques d'attention. Elle décide de le séduire et de devenir l'objet de toutes ses attentions. Elle joue avec ses fantasmes. Comment pourrait-il ne pas se poser avec elle et changer? Elle profitera de son amour. Pourtant, il n'est pas aussi fort, viril ou romantique qu'elle ne l'imaginait. Il est un peu nombriliste. Elle ne reçoit pas l'attention désirée, ou sinon, ça ne dure pas longtemps. Il n'arrive pas à changer et la quitte. Il s'agit souvent de la projection des femmes qui ont eu une relation intense, voire de séduction avec leur père. Ces pères s'ennuient souvent avec leur épouse et leur fille semble plus charmante, plus joueuse. Ils se tournent vers leur fille en quête d'inspiration. La fille devient accro à l'attention de son père et joue le jeu de la petite fille parfaite pour lui. Cela lui procure un sentiment de pouvoir. Durant toute sa vie, elle cherchera à retrouver ce niveau d'attention et le pouvoir qui va avec. Toute association avec la figure paternelle enclenche le mécanisme de projection et elle invente ou exagère la nature romantique de l'homme. Jacqueline Kennedy Onassis en est l'archétype. Son père, Jacques Bouvier, adorait ses deux filles, mais il avait un faible pour Jacqueline. Jacques était beau comme un dieu et fringant. C'était un narcissique obsédé par son corps et les beaux vêtements qu'il portait. Il se considérait comme un macho, une tête brûlée, mais sous la façade, il avait des goûts très féminins et il était très immature. C'était un don Juan notoire. Il traitait davantage Jackie comme une copine et maîtresse que comme sa fille. Pour Jackie, il ne pouvait rien faire de mal. D'une façon perverse, elle était fière de sa popularité auprès des femmes. Lors des fréquentes disputes entre son père et sa mère, elle prenait toujours le parti de Jacques. Par rapport à ce père amusant, sa mère passait pour prude et stricte. En passant beaucoup de temps avec lui après le divorce de ses parents, et pensant à lui constamment, Jackie s'est imprégnée de son énergie et de son esprit. Jeune femme, elle s'est intéressée aux hommes plus âgés, puissants, anticonformistes, avec lesquels elle pouvait recréer le rôle qu'elle jouait avec son père. La petite fille en manque de son amour, mais aussi un peu allumeuse. Et elle était toujours déçue par les hommes qu'elle avait choisis. John F. Kennedy était celui qui s'approchait le plus de son idéal, car, par bien des aspects, il ressemblait à son père, physiquement et intellectuellement. Mais Kennedy ne pouvait pas lui donner toute l'attention qu'elle réclamait. Il était trop occupé avec ses maîtresses. Ce n'était pas vraiment un romantique. Cette relation la frustrait, mais elle était piégée dans ce schéma. La preuve, elle épousa plus tard Aristote Onassis, un homme plus âgé, anticonventionnel et puissant, qui semblait fringant et romantique, mais qui la traitait mal et la trompait à tour de bras. Dans ce scénario, les femmes sont piégées par l'attention que leur père leur offrait petite. Plus tard, elles doivent sans cesse charmer, inspirer, flirter pour attirer cette attention. Leur animus est séducteur, mais avec une nuance agressive et masculine, puisqu'elles ont assimilé une grande part de l'énergie paternelle. Mais elles sont en quête perpétuelle d'un homme qui n'existe pas. Si elles en trouvaient un attentif à 100% et incurablement romantique, elles se lasseraient de lui. Il serait perçu comme faible. Ces femmes sont secrètement attirées par le côté démoniaque de l'homme de rêve et par le narcissisme qui l'accompagne. Les femmes piégées dans cette projection finiront par s'aigrir, car elles dépensent beaucoup d'énergie à satisfaire le fantasme des hommes et reçoivent si peu en retour. Pour ces femmes, le seul moyen d'en sortir est de comprendre le schéma, d'arrêter de mythifier leur père et de se concentrer sur les dégâts qu'il a causés en leur prêtant une attention inappropriée. L'insaisissable femme parfaite. Il pense avoir trouvé la femme idéale. Elle lui offrira ce qui lui a manqué dans ses relations précédentes, que ce soit un peu de sauvagerie, du réconfort et de la compassion, ou une étincelle créative. Même s'il a déjà rencontré à plusieurs reprises cette femme parfaite, il imagine toutes sortes d'expériences positives avec elle. Plus il pense à elle, plus il est persuadé qu'il ne peut pas vivre sans elle. Quand il parle de cette femme parfaite, il n'y a pas beaucoup de détails concrets sur ce qui la rend aussi parfaite. S'il réussit à nouer une relation, il déchante rapidement. Elle n'est pas celle qu'il croyait. Elle l'a induit en erreur. Alors il passe à la suivante et projette à nouveau ses fantasmes dessus.
C'est une forme courante de projection masculine. Elle contient tous les éléments que l'homme croit ne jamais avoir obtenus de sa mère, ni d'une autre femme dans sa vie. La compagne idéale hante ses rêves. Elle ne lui apparaît pas sous la forme de quelqu'un qu'il connaît déjà. C'est le fruit de son imagination, souvent jeune, insaisissable, mais promettant quelque chose de fabuleux. Dans la vraie vie, certains types de femmes auront tendance à provoquer cette projection. En général, elles sont assez difficiles à définir et se conforment à ce que Freud appelait la femme narcissique, indépendante, n'ayant pas besoin d'un homme ou de quiconque pour la compléter. Son cœur est un peu froid, elle représente un écran sur lequel les hommes peuvent projeter ce qu'ils veulent. Autrement, elle semble être un électron libre, rempli d'énergie créative, mais sans véritablement connaître sa propre identité. Pour les hommes, c'est une muse, l'étincelle qui va enflammer leur imagination, un appât pour libérer leur esprit rigide. Les hommes enclins à cette projection ont souvent eu une mère qui n'était pas totalement présente pour eux. Peut-être qu'elle s'attendait à ce que son fils lui offre à elle l'attention et la validation que son mari ne lui donnait pas. En raison de ce renversement de situation, quand le garçon devient adulte, il ressent un grand vide à l'intérieur qu'il veut sans cesse combler. Il n'arrive pas à verbaliser précisément ce qu'il veut ou ce qui lui manque, d'où l'imprécision de ses fantasmes. Il passera sa vie à chercher ce visage insaisissable sans jamais se contenter d'une femme en chair et en os. C'est toujours la suivante qui sera parfaite. S'il craque pour une femme de type narcissique, il reproduira le problème qu'il a connu avec sa mère, tomber amoureux d'une femme qui ne pourra pas le satisfaire. Son anima est un peu rêveuse, introspective et maussade. C'est le comportement qu'il a tendance à avoir quand il est amoureux. Les hommes qui appartiennent à ce type doivent reconnaître la nature de leur schéma. Ce dont ils ont vraiment besoin, c'est de trouver une vraie femme et d'interagir avec elle, d'accepter ses inévitables défauts et de donner plus de leur personne. Souvent, ces hommes préfèrent courir après leurs fantasmes, car dans ce cas, ce sont eux qui maîtrisent la situation et ils peuvent partir dès que la réalité prend le dessus. Pour briser le schéma, ces hommes doivent renoncer à une partie de leur contrôle. Concernant leur besoin de trouver une muse, ils doivent apprendre à chercher l'inspiration en eux, à faire davantage ressortir leur anima. Ils sont trop éloignés de leur esprit féminin et doivent assouplir leur mode de pensée. En se départant du côté sauvage de la femme de leurs rêves, ils pourront entretenir de meilleures relations avec les vraies femmes qui font partie de leur vie. L'adorable rebelle. Pour la femme attirée par ce type d'homme, celui qui l'intrigue a un vrai problème avec l'autorité. C'est un anticonformiste. Contrairement au romantique démoniaque, cet homme est souvent jeune et n'a pas vraiment connu le succès. Il ne fait pas partie du cercle de connaissances de cette femme. Entretenir une relation avec lui est un peu tabou. Son père n'approuverait pas plus sans doute que ses amis et collègues. Mais si une relation se noue, elle découvrira une autre facette de cet homme. Il n'arrive pas à garder un bon emploi, non pas parce qu'il est rebelle, mais parce qu'il est paresseux et inefficace. Malgré ses tatouages et sa tête rasée, il est relativement conventionnel, dominateur et dans le contrôle. La relation ne tiendra pas, mais le fantasme restera. La femme qui projette cela a souvent eu un père fort, un patriarche distant et strict. Le père représente l'ordre, les règles et les conventions. Il a souvent critiqué sa fille, qui n'était jamais assez bien, ni assez jolie, ni assez intelligente. Elle a intériorisé cette voix critique qu'elle entend tout le temps dans sa tête. Adolescente, elle rêvait de se rebeller et de s'affirmer par rapport au contrôle de son père, mais trop souvent, elle était réduite à jouer le rôle de la fille obéissante et respectueuse. Son désir de rébellion a été refoulé dans un animus rageur et rancunier. Au lieu de cultiver son esprit de rébellion, elle cherche à l'extérioriser sous la forme du compagnon rebelle. Si elle sent, d'après son apparence, qu'un homme pourrait être comme cela, elle projettera dessus des fantasmes lourds et sexuels. Parfois, elle choisit un compagnon relativement jeune, car cela le rend moins menaçant, moins patriarcal. Mais à cause de la jeunesse et de l'immaturité de cet homme, une relation stable est quasiment impossible, et elle fera ressortir son côté colérique au fur et à mesure qu'elle déchante. Quand une femme reconnaît qu'elle est sujette à cette projection, elle doit accepter un fait tout simple. Ce qu'elle souhaite réellement est de développer son indépendance.
le pouvoir de désobéir et de s'affirmer. Il n'est jamais trop tard pour le faire. Mais ces qualités doivent être développées progressivement par des défis quotidiens dans lesquels elle s'entraîne à dire non, à briser des règles, etc. En s'affirmant davantage, elle pourra avoir des relations plus équilibrées et satisfaisantes. La femme déchue. Pour l'homme en question, la femme qui le fascine semble différente de celle qu'il a connue. Peut-être qu'elle est issue d'une autre culture, d'un autre milieu. Peut-être qu'elle n'est pas aussi instruite que lui. Il y a peut-être quelque chose de suspect dans son caractère, dans son passé. Elle a moins de retenue physique que la plupart des femmes. Il la trouve truculente à certains égards. Elle semble avoir besoin de protection, d'éducation, d'argent. C'est lui qui va la secourir et l'élever. Mais plus il s'approche d'elle, moins les choses se passent comme prévu. Dans le premier volume d'À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, du côté de chez Swann, le protagoniste Charles Swann, inspiré d'un personnage réel, est un esthète, grand amateur d'art. C'est également un don Juan terrifié à l'idée de s'engager dans une relation. Il a séduit de nombreuses femmes de son milieu, mais il rencontre Odette, qui n'évolue pas dans le même cercle. Elle manque d'éducation, elle est un peu vulgaire, et certains la qualifieraient de michetonneuse. Elle l'intrigue. Un jour, alors qu'il observe une reproduction d'une fresque de Botticelli, il trouve qu'elle ressemble à la femme de la scène biblique. Il est désormais fasciné et commence à l'idéaliser. Odette a dû avoir la vie dure et mérite mieux. Malgré sa crainte de s'engager, il l'épouse et parfait son éducation. Il ne se rend pas compte qu'elle ne ressemble pas du tout à la femme de ses rêves. Elle est très maligne et volontaire, bien plus forte que lui. Elle finira par faire de lui un esclave passif et continuera de fricoter avec des hommes et des femmes. Les hommes de ce type ont souvent eu une figure maternelle forte dans leur enfance. Ils sont devenus des garçons sages et obéissants, excellents élèves à l'école. Consciemment, ils sont attirés par les femmes ayant reçu une bonne éducation, qui semble bonne et parfaite, mais inconsciemment, ils sont attirés par les femmes imparfaites, mauvaises, de nature douteuse. Ils désirent secrètement l'opposé d'eux-mêmes. C'est le scintement classique de la mère pute. Ils veulent la figure maternelle pour épouse, mais ressentent une forte attirance physique pour la prostituée, la femme déchue, celle qui aime montrer son corps. Ils ont refoulé le côté ludique, sensuel et terrien du caractère qu'ils avaient étant enfants. Ils sont bien trop rigides et civilisés. Leur seule façon de s'identifier à ces qualités est par la femme qui semble si différente d'eux. Comme Swann, ils trouvent un moyen de l'idéaliser par une référence intellectuelle qui n'a rien à voir avec la réalité. Ils projettent sur cette femme leurs faiblesses et leur vulnérabilité. Ils se disent qu'ils doivent l'aider, la protéger, mais ce qui les attire réellement, c'est le danger et les plaisirs coquins qu'elle semble promettre. En sous-estimant la force de ces femmes, ils finissent généralement par être leurs pions. Leur anima est passive et masochiste. Les hommes qui s'engagent dans ce genre de projection doivent développer le côté anticonformiste de leur personnalité. Ils doivent sortir de leur zone de confort et essayer de nouvelles expériences. Ils ont besoin de défis, d'un peu de danger pour les aider à se lâcher. Peut-être faudrait-il qu'ils prennent plus de risques dans leur travail. Ils doivent aussi développer le côté plus physique et sensuel de leur personnalité. N'ayant plus à obtenir ce qu'ils désirent en cherchant une femme déchue, ils peuvent commencer à satisfaire leurs besoins avec n'importe quel type de femme sans attendre passivement qu'elle les égare, mais en prenant l'initiative de leur propre plaisir coupable. L'homme supérieur. Il a l'air bruyant, doué, fort, équilibré. Il rayonne d'assurance et de pouvoir. C'est un homme d'affaires puissant, un professeur, un artiste, un gourou. Même s'il est plus âgé et peu séduisant physiquement, son assurance lui donne une aura attirante. Pour la femme attirée par ce type d'homme, leur relation lui donnerait un sentiment indirect de force et de supériorité. Dans le roman Middlemarch, 1872, de George Eliot, le personnage principal, Dorothy Brooke, est une orpheline de 19 ans recueillie par son oncle aisé. Dorothy est une belle jeune femme désirable, parfaite pour le mariage. Un jeune homme du coin, Sir James Chatham, lui fait une cour assidue, mais un soir, elle rencontre Edward Casaubon, un propriétaire terrien fortuné et plus âgé qui a consacré sa vie aux activités érudites et qui l'intrigue. Elle s'intéresse à lui et l'homme la courtise,
au grand désespoir de sa sœur et de son oncle. Il le trouve moche, avec des grains de beauté sur le visage et un teint pâlot. Il mange bruyamment et parle peu. Mais pour Dorothy, son visage a beaucoup de qualités spirituelles. Il est trop supérieur aux autres pour se soucier de l'étiquette. Il parle peu parce que personne ne le comprendrait. Se marier avec lui serait comme épouser Pascal ou Kant. Elle souhaite apprendre le grec et le latin pour l'aider à terminer son chef-d'œuvre, la clé de toutes les mythologies. Il l'aidera à s'instruire et à s'élever. Il sera le père qui lui manquait inconsciemment. Ce n'est qu'une fois mariée qu'elle découvre la vérité. Il est mort au fond de lui, tout entier dans le contrôle. Il la considère comme sa secrétaire magnifiée. Dorothy est piégée dans un mariage sans amour. Même si les détails d'une telle relation seraient différents à l'heure actuelle, ce genre de projection est très fréquent chez les femmes. Elle provient de leur sentiment d'infériorité. Dans ce cas, la femme a intériorisé les voix de son père et d'autres personnes qui l'ont critiquée, qui ont rabaissé son amour-propre en lui rappelant qui elle est et comment elle devrait se comporter. Sans avoir développé sa force et son assurance, elle aura tendance à rechercher ses qualités chez les hommes et en exagérera toute trace. Beaucoup d'hommes qui s'intéressent à elle sentent son manque d'amour-propre et trouvent ça charmant. Ils apprécient l'adoration que leur porte leur femme, souvent plus jeune qu'eux, qu'ils peuvent dominer et contrôler. Le cas classique serait le professeur qui séduit son élève. Mais puisque ces hommes sont rarement aussi brillants, intelligents et assurés qu'elle ne l'imagine, soit la femme est déçue, soit elle se referme dans sa faible estime d'elle-même, se prêtant aux manipulations de l'homme et se blâmant pour le moindre problème. Ce genre de femme devrait se rendre compte que la source de son insécurité provient des opinions critiques des autres, qu'elle a acceptées et intériorisées, et non d'un réel manque d'intelligence ou de valeur. Elle doit activement chercher à développer son assurance et à s'affirmer par des actes. Lancer un projet, monter une affaire, maîtriser un art. Avec les hommes, elle doit se considérer comme leur égale, potentiellement aussi forte et créative qu'eux, voire davantage. En ayant véritablement confiance en elle, elle pourra estimer la vraie valeur et la personnalité des hommes qu'elle rencontre. L'adoratrice. Lui a une passion, de l'ambition, mais la vie n'est pas tendre avec lui. C'est un monde dur, implacable dehors, et il n'est pas facile d'y trouver du réconfort. Il a l'impression qu'il lui manque quelque chose. Puis il rencontre une femme qui est attentive à lui, chaleureuse, attirante. Elle semble l'admirer. Il se sent attiré par elle, par son énergie. Voilà une femme qui va le compléter, le réconforter. Mais quand la relation s'installe, elle ne semble plus aussi gentille et attentive. C'est sûr, elle ne l'admire plus. Il en conclut qu'elle l'a déçu ou qu'elle a changé. Cette trahison le met en colère. Chez l'homme, ce genre de projection provient généralement d'un type de relation particulier avec la mère. Elle adore son fils et lui porte toute son attention. C'est peut-être pour compenser le fait de ne jamais vraiment obtenir ce qu'elle veut de son mari. Elle développe chez son enfant de l'assurance et le petit devient accro à l'attention que sa mère lui porte, réclame sa présence chaleureuse et enveloppante, ce qu'elle lui offre volontiers. En grandissant, il devient assez ambitieux, essayant toujours de satisfaire les attentes de sa mère. Il se donne à fond. Il choisit un certain type de femme et la place subtilement dans le rôle de la mère, pour qu'elle le réconforte, l'adore et gonfle son ego. Il arrive souvent que la femme comprenne comment il l'a manipulée pour lui faire endosser ce rôle et cela ne lui plaira pas. Elle cessera de le réconforter, de le respecter. Il l'accusera d'avoir changé, mais en réalité, c'est lui qui projette des qualités qui ne sont jamais vraiment là et essaie de la rendre conforme à ses attentes. La rupture qui s'ensuivra sera douloureuse pour l'homme car il a investi beaucoup d'énergie depuis sa tendre enfance et il aura l'impression de se faire abandonner par la figure maternelle. Même s'il réussit à faire endosser le rôle à sa femme, il ne sera pas satisfait de dépendre autant d'elle, les mêmes dépendances et ambivalences qu'il avait avec sa mère. Il peut s'aborder la relation ou partir. Son anima est par certains côtés cinglante et récriminante, toujours prête à se plaindre et à blâmer. L'homme, dans cet exemple, doit comprendre le schéma de ses relations. Il doit comprendre qu'il a besoin de développer de l'intérieur plus de qualités maternelles qu'il projette sur les femmes. Il doit comprendre que la nature de son ambition provient de son désir de plaire à sa mère et de répondre à ses attentes. Il a tendance à être trop exigeant envers lui-même. Il doit apprendre à se réconforter et s'apaiser, à lâcher prise de temps en temps et à être satisfait de ce qu'il accomplit. Il doit être capable de prendre soin de lui.
Tout cela améliorera grandement ses relations avec les femmes. Il faut qu'il donne davantage au lieu d'attendre d'être chouchouté et adoré. Il s'attachera à une femme telle qu'elle est et, au bout du compte, il aura peut-être inconsciemment envie de lui fournir davantage de bien-être dont il a besoin sans être forcé de le faire. L'homme, la femme originelle. Nous connaissons à une certaine période de notre vie ce qu'on appelle communément la crise de la quarantaine. Notre travail est devenu mécanique, sans âme. Nos relations intimes ont perdu leur fougue et leur esprit. On veut du changement, et on le cherche à travers une nouvelle carrière ou relation de couple, une nouvelle expérience, ou même une prise de risque. Ce changement peut être un choc thérapeutique à court terme, mais la source du problème reste inchangée. Le mal-être reviendra forcément. Étudions ce phénomène sous un autre angle. Une crise d'identité. Enfant, notre conscience de nous-mêmes était fluide. On absorbait l'énergie dégagée par n'importe qui et n'importe quoi. On ressentait une vaste gamme d'émotions et on était ouvert aux expériences. Mais à l'adolescence, il a fallu qu'on se construise une conscience sociale, cohérente, qui nous permettait d'intégrer un groupe. Pour cela, il a fallu dompter notre grande liberté d'esprit. Et ce domptage passait en grande partie par le rôle des genres. On a dû refouler les parts masculines ou féminines de notre personnalité pour ressentir et présenter un moi plus cohérent. Jeunes adultes, on a sans cesse adapté notre identité pour s'intégrer. Et cela continue encore car l'on prend un certain plaisir à forger notre identité. On sent qu'on peut prendre plusieurs directions dans la vie, et ces possibilités nous enchantent. Mais au fil du temps, notre rôle de genre se fige, et l'on a l'impression qu'on a perdu un élément essentiel, qu'on est presque un étranger par rapport à ce qu'on était dans notre jeunesse. Notre énergie créative s'est tarie. Évidemment, on cherche à l'extérieur la source de cette crise, mais cela vient de l'intérieur. On est devenu déséquilibré, trop identifié à notre rôle et au masque que l'on présente aux autres. Notre nature originelle incluait bien plus de qualités de nos parents et de traits du sexe opposé qui font génétiquement partie de nous. À un moment donné, on se rebelle de l'intérieur contre la perte de cette part essentielle de nous-mêmes. Dans les cultures primitives du monde, la personne la plus sage de la tribu était le chaman, le soigneur qui pouvait communiquer avec le monde des esprits. L'homme chaman avait en lui une femme ou épouse qui l'écoutait attentivement et qui le guidait. À l'inverse, la femme chamane disposait d'un mari intérieur. Le pouvoir des chamans venait de la profondeur de leur communication avec ce personnage intérieur qui était considéré comme un homme ou une femme réelle. Le personnage du chaman reflète une profonde vérité psychologique à laquelle nos tout premiers ancêtres avaient accès. En réalité, dans les mythes de nombreuses cultures anciennes, perses, hébraïques, grecques, égyptiennes, l'humain originel était à la fois homme et femme. Cela l'aurait rendu si puissant que les dieux prirent peur et le séparèrent en deux moitiés. Quelle leçon tirer de tout cela ? Le retour à votre nature originelle contient un pouvoir élémentaire. Avant de développer plus d'affinité avec votre côté masculin ou féminin, vous allez libérer l'énergie refoulée en vous. Votre esprit va retrouver sa fluidité naturelle. Vous allez mieux comprendre le sexe opposé. Et en vous débarrassant de la défensive que vous adoptez par rapport à votre rôle de genre, vous vous sentirez plus assuré. Ce retour demande de jouer avec des modes de pensée et d'action qui sont plus masculins ou féminins selon votre déséquilibre. Mais avant de détailler le processus, il faut d'abord accepter un préjugé humain profondément ancré sur ce qui est masculin et féminin. Pendant des millénaires, ce sont les hommes qui ont largement défini les rôles de l'homme et de la femme et qui leur imposaient des jugements de valeur. Les modes de pensée féminins étaient associés à l'irrationnel et les modes d'action des femmes étaient considérés faibles et inférieurs. On a peut-être progressé de l'extérieur en termes d'inégalité homme-femme, mais au fond de nous, ces idées reçues sont encore profondément enracinées. Le mode de pensée des hommes est toujours estimé supérieur et la féminité est encore vécue comme une faiblesse. Beaucoup de femmes ont intériorisé ces jugements. Pour elles, l'égalité signifie pouvoir être aussi dur et agressif que les hommes. Mais ce qui serait réellement nécessaire dans le monde actuel serait de considérer comme totalement égaux le potentiel de raisonnement et la force d'action de l'homme et de la femme, mais d'une manière différente. Admettons qu'il y ait un mode féminin et masculin lorsqu'il s'agit de raisonner, d'agir, d'apprendre par l'expérience et d'entretenir des relations avec les autres. Ces modes se reflètent dans le comportement des hommes et des femmes depuis des millénaires. Certains sont associés à des différences physiologiques,
d'autres sont principalement culturels. Certes, il y a des hommes qui ont un style plus féminin et des femmes qui ont un mode plus masculin, mais chez la plupart d'entre nous, il y a un déséquilibre d'un côté ou de l'autre. Il faut que l'on s'ouvre à l'opposé. On ne risque que de perdre notre rigidité. Les modes de pensée masculins et féminins. Le mode de pensée de l'homme tend à se concentrer sur ce qui sépare les phénomènes les uns des autres et à les catégoriser. Il cherche les contrastes entre les choses pour mieux les étiqueter. Il veut démonter les choses, comme une machine, et analyser les divers composants qui forment l'ensemble. Le processus de réflexion est linéaire, découvrant les séries d'étapes qui forment quelque chose. Il préfère observer les choses de l'extérieur, avec un détachement émotionnel. Le mode de pensée masculin a tendance à favoriser la spécialisation, à creuser un sujet précis. Il éprouve du plaisir à découvrir l'ordre des phénomènes. Il aime construire des structures élaborées, que ce soit un livre ou une entreprise. Le mode de pensée des femmes s'oriente différemment. Il se concentre sur l'ensemble, la façon dont les composants sont connectés les uns aux autres, la gestalt générale. En observant un groupe de personnes, il cherche à voir le lien entre elles. Au lieu de geler les phénomènes dans le temps pour les examiner, il s'attache au processus biologique, la façon dont les choses poussent les unes dans les autres. En essayant de résoudre un puzzle, le mode féminin préférera méditer sur plusieurs aspects, absorber les schémas et laisser les réponses ou solutions venir en temps et en heure, comme s'il fallait les laisser mijoter. Ce mode de pensée conduit à des aperceptions quand les connexions cachées entre les choses deviennent soudainement visibles au cours de flashs d'intuition. À l'opposé de la spécialisation, il est plus intéressé par le lien entre les différents domaines et formes de savoir. En étudiant une autre culture, par exemple, il voudra s'en approcher, comprendre comment elle est vécue de l'intérieur. Il est plus sensible aux informations provenant des sens, non simplement d'un raisonnement abstrait. Pendant trop longtemps, le mode masculin a été considéré comme plus logique et scientifique, mais cela ne reflète pas la réalité. Tous les plus grands scientifiques de l'histoire ont montré un mélange puissant de modes masculin et féminin. Les plus grandes découvertes de Louis Pasteur sont venues de sa capacité à ouvrir son esprit à autant d'explications que possible, à les laisser mijoter pour apercevoir les connexions entre des phénomènes divers. Einstein a attribué toutes ces grandes découvertes à ses intuitions, où de longues heures de réflexion débouchaient soudain sur des relations entre divers faits. L'anthropologue Margaret Mead a utilisé les derniers modèles abstraits de son temps pour analyser rigoureusement les cultures indigènes, mais elle a complété cela en s'immergeant pendant des mois dans leur quotidien pour se faire une idée de l'intérieur. Dans le monde des affaires, Warren Buffett est l'exemple type d'une personne qui mélange deux modes. Lorsqu'il envisage de racheter une société, il décompose ses éléments constitutifs et procède à des analyses statistiques rigoureuses. Mais il essaie aussi d'avoir une idée de la gestalt générale de l'entreprise, comment les employés s'entendent, l'esprit de corps instillé par le grand patron, beaucoup de choses intangibles qu'ignorent la plupart des hommes d'affaires. Il observe la société à la fois du dedans et du dehors. Presque tout le monde penchera plus vers un mode de réflexion en particulier. Le mieux, c'est de créer un équilibre en vous penchant davantage dans l'autre sens. Si vous penchez déjà du côté masculin, essayez d'élargir les champs que vous considérerez et trouvez les liens entre les différentes formes de savoir. En cherchant des solutions, vous aimeriez réfléchir à plus de possibilités, avoir davantage de temps pour délibérer, permettre des associations plus libres. Il faut prendre au sérieux les intuitions que vous avez après ces délibérations et ne pas négliger la valeur des émotions quand vous réfléchissez. Sans excitation ni inspiration, votre réflexion peut devenir moribonde. Si vous penchez davantage du côté féminin, vous devez être capable de vous concentrer sur des problèmes spécifiques et de les creuser, tout en maîtrisant votre pulsion d'élargir votre recherche et de faire plusieurs choses à la fois. Vous devez éprouver du plaisir à fouiller un aspect d'un problème. Remonter la chaîne de causalité et la peaufiner sans cesse donnera de la profondeur à votre réflexion. Vous avez tendance à considérer la structure et l'ordre comme des histoires ennuyeuses et accorder une plus grande importance à l'expression d'une idée et au fait de vous sentir inspiré par elle. À la place, vous devez détourner ce plaisir en prêtant plus d'attention à la structure d'un livre, d'un argumentaire ou d'un projet. Être créatif et avoir une structure claire donnera à votre matière le pouvoir d'influencer les autres. Parfois, il faut prendre une plus grande distance émotionnelle pour comprendre un problème et vous devez vous efforcer à la prendre.
Les modes d'action masculins et féminins. En passant à l'action, la tendance masculine est d'avancer, explorer le problème, attaquer et vaincre. Si un obstacle se dresse sur le chemin, le masculin essaiera de passer en force, un souhait très bien résumé par l'ancien chef militaire Hannibal. « Nous trouverons un chemin, ou nous en créerons un ». Être offensif et prendre des risques procure du plaisir. Le masculin préfère maintenir son indépendance et garder une marge de manœuvre. Confronté à un problème ou face à la nécessité d'agir, le mode féminin préfère se reculer dans un premier temps et étudier les options. Il va chercher des moyens pour éviter les conflits, apaiser les relations et gagner sans avoir à batailler. Parfois, la meilleure action est l'inaction. On laisse la dynamique faire pour mieux la comprendre. On laisse l'ennemi se tirer une balle dans le pied par ses actes agressifs. C'était le style de la reine Élisabeth Ier, dont la stratégie était d'attendre pour voir. Confrontée à une imminente invasion par la vaste armada espagnole, elle décida de ne pas adopter de stratégie avant de savoir précisément quand l'armada serait lancée et de connaître les conditions climatiques, cherchant à freiner son avancée et à laisser le mauvais temps faire son œuvre, le tout en évitant beaucoup de pertes humaines. Au lieu d'attaquer, le style féminin installe des pièges pour l'ennemi. L'indépendance n'est pas une valeur essentielle dans l'action. En réalité, mieux vaut se concentrer sur les relations interdépendantes et voir comment une action pourrait nuire à un allié et ricocher sur une alliance. En Occident, ce style de stratagème et d'action féminin est toujours jugé faible, timide, contrairement à d'autres cultures. Pour les stratèges chinois, Wu Wei, ou l'inaction, est souvent une preuve de sagesse et l'action agressive est un signe de bêtise parce qu'elle réduit les choix. En réalité, il y a une force incroyable dans ce style féminin. Patience, résilience et souplesse. Pour le célèbre samouraï Miyamoto Musashi, la capacité de reculer et d'attendre, de laisser l'adversaire se fatiguer moralement avant de contre-attaquer, était la clé de la réussite. Pour les personnes qui ont une tendance masculine agressive, un meilleur équilibre pourrait être atteint si vous appreniez à prendre du recul avant d'agir. Il vaut parfois mieux attendre et voir ce qui va se passer ou même ne pas répondre du tout. Agir sans réfléchir indique une faiblesse et un manque de sang-froid. Pour un meilleur équilibre, essayez toujours d'analyser l'interdépendance des relations que vous avez avec les autres et comment chaque groupe ou individu sera touché par l'un de vos actes. Si vous stagnez dans votre carrière, apprenez à prendre du recul et à réfléchir à qui vous êtes, à vos besoins, à vos forces et faiblesses, ainsi qu'à vos véritables intérêts avant de prendre des décisions importantes. Cela pourrait durer des semaines, voire des mois d'introspection. Certains leaders de l'histoire ont profité de leur temps d'incarcération pour peaufiner leurs grandes idées. Et comme le dit le vieil adage, c'est reculer pour mieux sauter. Pour les personnes qui ont un style plutôt féminin, mieux vaut vous habituer à divers degrés de conflit et de confrontation pour que tout évitement soit stratégique et non dicté par la peur. Il faut avancer progressivement, confronter les gens dans des situations quotidiennes avant de gérer des conflits plus vastes. Perdez l'habitude de considérer comment se sent l'autre personne. Il y a parfois des gens mauvais qui méritent d'être contrariés et leur montrer de l'empathie ne fait que les renforcer. Apprenez à ne pas craindre de dire non et de refuser des choses aux autres. Parfois, quand vous essayez d'apaiser les choses, ce n'est pas par empathie ou stratégie, mais par l'aversion de déplaire aux autres. On vous a appris à être accommodant, mais vous devez vous défaire de cette pulsion. Reconnectez-vous à l'esprit d'aventurier audacieux que vous aviez et élargissez vos options stratégiques à la fois en termes d'attaque et de défense. Parfois, on réfléchit trop aux choses et on trouve trop d'options. Agir pour agir peut être thérapeutique et une action agressive peut déstabiliser vos adversaires. Les modes d'affirmation et d'apprentissage masculin et féminin. Ainsi que plusieurs études l'ont démontré, quand les hommes commettent une erreur, ils ont tendance à regarder vers l'extérieur et à trouver des gens ou des circonstances à blâmer. L'ego masculin est profondément ancré à sa réussite. Les hommes n'aiment pas se remettre en question en cas d'échec. C'est pour cela qu'ils ont du mal à apprendre de leurs erreurs. À l'inverse, les hommes ont tendance à se sentir entièrement responsables en cas de réussite. Cela les empêchera de reconnaître le facteur chance et les contributions de tiers, ce qui alimentera leur tendance mégalo.
Voir le chapitre 11 pour des détails complémentaires. De même, si le moindre problème se présente, le mode masculin tente de le résoudre tout seul, sans demander d'aide, ce qui serait admettre une défaillance. En général, les hommes surestiment leurs capacités et montrent une certaine assurance dans leurs compétences généralement injustifiées dans la réalité. Chez les femmes, c'est l'inverse. En cas d'échec, elles ont tendance à se blâmer et à faire leur introspection. En cas de succès, elles tentent davantage à prendre en considération la contribution des autres. Elles demandent facilement de l'aide et ne considèrent pas cela comme un signe d'incompétence de leur part. Généralement, elles sous-estiment leurs capacités et sont moins sujettes à l'excès de confiance qui attise souvent les hommes. Pour les personnes au style masculin, quand il s'agit d'apprendre et de s'améliorer, mieux vaut inverser les choses. Se remettre en question en cas d'échec et regarder plus loin que soi en cas de réussite. Vous pourrez profiter de vos expériences en arrêtant de croire que votre ego est étroitement lié à la réussite de chaque action que vous menez ou décision que vous prenez. Essayez d'en faire une nouvelle habitude. N'ayez pas peur de demander de l'aide ou des retours, et faites-en aussi une nouvelle habitude. La faiblesse vient de l'incapacité de poser des questions et d'apprendre. Revoyez à la baisse l'opinion que vous avez de vous-même. Vous n'êtes pas aussi génial ou doué que vous le pensez. Cela vous motivera à vous améliorer réellement. Les personnes au style féminin ont tendance à s'auto-flageller après un échec ou une erreur. L'introspection peut aller trop loin. Il en est de même pour l'attribution du succès aux autres. Les femmes souffrent plus que les hommes d'une faible estime de soi, ce qui n'est pas naturel mais acquis. Elles ont souvent intériorisé les voix critiques des autres. Jung les appelait les voix animus, tous les hommes qui, durant des années, ont jugé les femmes sur leur physique et leur intelligence. Éliminez ces voix à chaque fois que vous en entendez une. Puisque les échecs et les critiques peuvent vous toucher très profondément, vous pourriez avoir peur d'essayer autre chose, ce qui réduit vos possibilités d'apprendre. Il faut adopter une assurance plus masculine sans la bêtise qui l'accompagne. Au quotidien, essayez de minimiser ou d'abandonner carrément vos réactions émotionnelles face aux événements et prenez du recul. Apprenez à ne pas prendre les choses personnellement. Les modes masculin et féminin face aux autres et au leadership. Comme dans un groupe de chimpanzés, le style masculin est d'exiger un mâle dominant et soit d'aspirer à endosser ce rôle, soit de gagner du pouvoir en étant son plus fidèle partisan. Les chefs désignent plusieurs adjoints pour faire leurs tâches. Les hommes forment des hiérarchies et punissent ceux qui dérapent. Ils sont très conscients de leur statut et de leur place au sein du groupe. Les chefs instillent un peu de crainte pour conserver la cohésion du groupe. Le style masculin de leadership est d'identifier des objectifs clairs et de les atteindre. Ce sont les résultats qui comptent, pas la manière dont ils sont atteints. Le mode féminin cherche davantage à conserver l'esprit de groupe et des bonnes relations sans faire de réelles différences entre les individus. Il est plus empathique, il prend en compte les sentiments de tous les membres et essaie de les impliquer davantage dans la prise de décision. Certes, les résultats sont importants, mais tout comme la façon dont ils sont obtenus. Pour les personnes qui ont un style masculin, il est important d'élargir votre concept de leadership. En réfléchissant mieux aux individus dans l'équipe et en formant une stratégie pour les impliquer davantage, vous obtiendrez des résultats supérieurs et développerez l'énergie et la créativité du groupe. Des études ont montré que les garçons étaient aussi empathiques que les filles, très à l'écoute des émotions de leur mère, par exemple. Mais cette empathie s'évapore lentement quand les hommes développent leur assurance. Pourtant, de grands hommes de l'histoire ont réussi à conserver, voire développer leur empathie. Sir Ernest Henry Shackleton, voir le chapitre 2, n'était pas moins homme parce qu'il se souciait constamment des émotions de tous les hommes sous sa responsabilité. Il était simplement un leader plus fort, plus efficace. On pourrait en dire de même d'Abraham Lincoln. Pour les personnes au style féminin, n'ayez pas peur d'assumer un rôle de leader fort, notamment en période de crise. Prendre en compte les sentiments des uns et des autres et incorporer les idées de trop de gens finira par vous affaiblir, vous et vos projets. Même si les femmes font généralement preuve d'une meilleure capacité d'écoute, il faut parfois savoir quand arrêter d'écouter et suivre le plan que vous avez adopté. Une fois que vous avez identifié les imbéciles, les incompétents et les hyper-égoïstes du groupe, mieux vaut les licencier et même éprouver une certaine satisfaction en vous débarrassant de ceux qui tirent le groupe vers le bas. Instiller un peu de crainte chez vos lieutenants n'est pas toujours une mauvaise idée. Enfin, voyez les choses ainsi.
Il est dans notre nature de vouloir nous rapprocher de ce qui est féminin ou masculin sous forme d'attirance pour une autre personne. Mais si nous sommes malins, nous comprenons que nous sommes obligés de le faire aussi intérieurement. Pendant des siècles, les hommes ont considéré les femmes comme des muses, une source d'inspiration. En réalité, la muse pour les deux sexes est à l'intérieur de soi. Vous rapprocher de votre anima ou animus vous rapprochera de votre inconscient qui contient des trésors de création inexploités. La fascination que vous ressentez pour le côté féminin ou masculin chez les autres, vous la ressentirez pour votre travail, votre processus de réflexion et la vie en général. Comme pour un chaman, cette épouse intérieure ou cet époux intérieur devient la source de pouvoir mystérieux. Le plus beau chez un homme viril, c'est un brin de féminité. Le plus beau chez une femme féminine, c'est un peu de masculinité. Susan Sontag.